Alors, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode sur notre balado Le Café Molière. J'ai avec moi trois invités de marque. On a Karim Troussi, metteur en scène pour Empreinte, le spectacle Empreinte. Henri Thomas, qui est comédien également pour le spectacle Empreinte. Et j'ai avec nous Caleb de l'Université de Saint-Boniface. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour. Mon nom est Caleb Dorge. J'ai 18 ans et ça fait 18 ans en effet que je vis ici au Manitoba. J'ai pu grandir dans la communauté francophone manitobaine. J'ai pu étudier également 13 ans. J'ai fait mon élémentaire ainsi que mon secondaire dans les écoles francophones. Donc, je suis très choyé de pouvoir garder cette langue en moi et en ma culture quotidienne, même après mon secondaire aussi. Donc, c'est super. Super. Bah écoute, ça me fait vraiment très plaisir d'avoir un étudiant de l'USB. Personnellement, ça faisait un moment justement que je voulais créer ces conversations avec des étudiants pour voir quelles étaient leurs impressions par rapport au spectacle du Théâtre Cirque Molière, parce que on a envie aussi de toucher une population, on va dire, plus jeune. Et je trouve que c'est vraiment une belle occasion pour pouvoir en parler. Comment ça va, Henri et Karim, après déjà quelques jours de présentation là? Eh ben bien, Ouais, très très heureux des représentations et des retours du public. Puis des discussions d'après-spectacle aussi. ouais. Voilà, donc, et puis hâte d'attaquer, enfin de jouer encore ce soir, demain soir, et d'attaquer après la deuxième semaine où il y a pas mal de représentations scolaires, ce que je trouve pour ma part très intéressant. Ben moi, ça va très très bien. Karim, il a l'air fatigué quand même. Non, ça va, non, Ouais, ça va vraiment. Non, non, plutôt, je pourrais dire, ce qui pourrait me qualifier actuellement, c'est vraiment heureux et excité, très heureux du travail qu'on a réalisé et mis en scène avec Geneviève Pelletier. Très ravi de la réception et des conversations avec les spectateurs ici, qu'on a vraiment cette sensation que les spectateurs, je dirais, sont complètement en osmose par rapport et au spectacle et à la thématique. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après le spectacle, si ce n'est pas 100% du public, c'est 90% du public qui reste pour les conversations après spectacle. Donc, ce qui est quand même assez ouais. Ça, c'est extraordinaire. Et impressionnant. une fois que les spectateurs sortent, et les conversations durent au moins en 3/4 d'heure, 1 heure. C'est pas... Dans le C'est foyer, oui. ouais, ouais. Et après, on se retrouve dans le foyer et après, on continue les conversations, tout ça. Non, c'est assez passionnant et comme on disait la première fois, on était très, très heureux d'avoir rencontré le public de Conakry. Ouais. Et là, de rencontrer le public de Winnipeg, bah, c'est super excitant. Bon, il y a encore d'autres représentations. Je vous convie à venir parce que, bah, comme tout, ça a une fin et c'est Ouais. le 25 où c'est la fin ici. Donc, il faut en profiter. Merci. Caleb, est-ce que tu pourrais nous donner tes impressions générales par rapport à la pièce, des choses que tu as pu observer, que tu as pu apprendre, des interrogations? Oui, certainement. Ben, j'aimerais aborder tout d'abord le point que le jeu était incroyable. Les acteurs ont vraiment bien rentré dans leur rôle, j'ai trouvé. On pouvait certainement croire que le personnage qu'ils exprimaient sur scène, c'était vraiment eux. Le jeu de lumière, le son, la mise en scène, la thématique, le tout était très bien conceptualisé dans son ensemble. Et la question d'intelligence artificielle, c'est une question très pertinente ici en art moderne, surtout avec la pandémie qui nous a apporté à travailler chez nous sur ordinateur. Et donc, on a abordé hier dans nos conversations les répercussions environnementales de celle-ci, Mhm. qui aurait été que 10% des émissions auraient été c'est à cause de l'intelligence artificielle. Ce qui en soi est énorme. Oui, c'est ça. Et on pourrait croire avec les moyens de transport tels que Ouais. nos voitures, ce serait ça la cause principale, mais d'entendre ça, c'est tout à fait abasourdissant. Mais puis c'est ça, dans le cadre de la philosophie, puis c'est en effet comment qu'on m'a demandé de faire ce balado, c'est par l'entremise de ce cours-là.
Je parlais avec mon prof hier au sujet d'un philosophe numérique qui aurait été dans la pièce de théâtre hier, ce que j'ai trouvé très intéressant, qu'on aurait pu donner des paroles philosophes à une intelligence artificielle et faire croire que c'est en effet l'émotion humaine qui se transmet à travers de cette voix. Et ça fait vraiment poser la question jusqu'à quel point est-ce que l'intelligence artificielle pourrait au juste remplacer l'émotion humaine ou juste l'humain en général dans son travail. Eh bien, ma réponse à ça, c'est toujours le fait qu'il y aura un besoin de l'émotion humaine dans n'importe quel travail qui se projette dans le futur et que le travail manuel soit remplacé par des machines. On l'a vu tout d'abord avec l'avènement de la révolution industrielle, c'est sûr, mais toutefois, il y aura toujours un besoin de l'émotion humaine pour réglementer l'intelligence artificielle. Je voulais préciser quelque chose. C'est, oui, la première source de pollution, c'est l'agriculture. Ouais. La deuxième, c'est l'industrie. Ok. La troisième, c'est les voitures. Et la quatrième, c'est les avions. Et en fait, les 10%, ce n'est pas que l'intelligence artificielle, mais c'est tout le numérique. Ok. C'est vraiment tout le numérique. Ça veut dire lorsqu'on envoie notre mail, lorsque on stocke quelque chose dans un cloud et ainsi de suite. Tout ça, toute cette gestion, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est assez polluant. Mais alors, par exemple, la production papier, tout ce qui est, je sais pas moi, le fait par exemple de faire imprimer des dépliants, des journaux, etc. Tu le cites pas en fait là dans ton top 5 en fait des choses des choses les plus polluantes en fait. C'est vraiment. Enfin, pour moi, ça sonne comme étant un peu contradictoire, en fait, presque, parce que j'aurais tendance à imaginer que c'est le fait, par exemple, comment dire, j'aurais tendance à imaginer que entre euh, envoyer plusieurs courriels et faire imprimer du papier, ça serait le fait d'imprimer du papier qui serait possiblement plus polluant, parce que derrière, c'est un papier que tu dois jeter, que tu dois produire, ça consomme de l'eau, etc. Il y a des déplacements à faire en véhicule, etc. Et en fait, c'est peut-être pas forcément le cas, en fait. Alors, je pense que, alors déjà, nous, on n'est pas des spécialistes quand Ouais, même non, de non, toutes mais ces questions-là, donc on ne peut pas répondre à toutes les questions de manière précise. Mais c'est une très bonne question, en fait. ouais, Et je suis pas sûr que c'est été mesuré véritablement, et je pense que ça dépend beaucoup des circonstances. Si on prend l'exemple du papier, par exemple. Après, les chiffres cités par Karim, en fait, correspondent aux aux émissions de gaz à effet de serre, en ouais. fait, Mm. qui sont un facteur du réchauffement climatique. Mais il y en a d'autres aussi. Hein, alors, moi, pareil, je suis pas spécialiste, donc je vais pas me lancer dans des Hmm. chiffres, mais voilà, on parle des émissions de gaz à effet de serre qui sont un énorme facteur des réchauffements climatiques. Et donc, c'est toute la question de l'empreinte carbone, en fait. Ouais. Mais en fait, comment te dire, il y a un moment donné, nous tous, à un moment donné, on a une idée. Et qui est plutôt bonne. Comme là, il y a un moment donné, on a dit, on imprime. Et qu'est-ce qu'il faut? On envoie un mail. Et puis on a dit, ben oui, c'est vrai, c'est plus. Mais on n'a pas. C'est comme actuellement la voiture électrique. Tout le monde crie au génie de l'idée que ça y est, on va arrêter les voitures thermiques et on va mettre les voitures électriques. Mais c'est pas forcément une très très bonne idée. Il y en Mhm. a qui disent, ben, en fait, la voiture électrique, c'est pas si non polluante que ça, par rapport aux batteries, par rapport à plein de choses. En fait, le papier, quand tu prends un papier recyclé, quand tu prends de l'encre qui est naturelle, quand tu prends une eau qui est circulaire, donc ça veut dire qui est retraitée dans la même usine qui le fait, tout ça, à partir de là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc ça veut dire que c'est pas si polluant que ça. Pareil, moi quand je prends un papier, le dépliant, je le prends. J'en ai plus besoin, je rencontre quelqu'un, je peux lui passer. La personne peut le passer à l'autre, et ainsi de suite. Donc du coup, le papier peut circuler. Mhm. Et donc peut toucher beaucoup plus de monde qu'un mail individuel. Mais en même temps, est-ce que c'est la bonne solution? J'en sais rien.
Vraiment, j'en sais rien. Mhm. Je pense, et c'est ce qu'on tente de traiter dans le spectacle, c'est que c'est pas simple, c'est multifactoriel. C'est multifactoriel. C'est pas. Aujourd'hui, je discutais avec ma fille qui est bio-ingénieure et du coup, on discute là-dessus. Elle me dit, mais c'est pas le numérique qui est mal. C'est pas la voiture qui est mal. C'est pas l'avion. C'est pas l'agriculture. Mais il faut qu'on agisse sur tout ça. On ne peut pas faire dire, bon, ok, je vais me spécialiser sur une chose. Non, il faut qu'on... Mais je ne sais pas s'il y a la bonne solution. Mais par contre, il faut qu'on teste des choses. Il faut qu'on teste tout ça. On a suffisamment de personnes qui sont censées réfléchir à se dire, est-ce qu'on est capable, tu vois, de projeter quelle est la conséquence plus tard. C'est pour ça que je dis, je n'ai aucune idée sur le... Ouais, ouais. Est-ce que tu as une réflexion par rapport à ça, Caleb? Par rapport à les gaz à effet de serre sur la Ouais, technologie. je me demande aussi comment est-ce que, par rapport à tes études en philosophie, je suis très intéressé de savoir comment est-ce que vous pouvez traiter ce sujet avec votre regard. Oui, mais personnellement, moi, j'en connaîtrais pas assez sur l'environnement pour pouvoir faire des commentaires éclairés, mais c'est certainement quelque chose dont j'ai le devoir de faire un peu plus de lecture, puisque c'est un sujet incroyablement pertinent et c'est un sujet qui va toucher ma génération pour les prochaines quelques années. Ouais. Donc, le fait de s'informer sur ça devrait être un devoir, certainement, mais... Moi, j'ai une question à te poser. Alors, OK. du coup, je suis très curieux de savoir s'il y a des mouvements militants de jeunes sur la question écologique au Canada. Je pose cette question parce que en France, en Europe notamment, il y a les jeunes sont quand même assez mobilisés là-dessus. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Greta Thunberg, Oui. qui est une jeune Suédoise. Voilà, c'est un peu ma question, c'est ça. Est-ce qu'au OK. Canada, il y a des choses similaires, équivalentes, avec des mouvements comme ça assez forts? Ou ici Oui. à Winnipeg. Oui, donc c'est ça. Je crois que la marche, le Climate Strike aurait eu lieu il y a, si je me trompe pas, il y a 3 ans. Il y aurait eu, c'est ça, au juste une marche de telle au Palais législatif avec les jeunes écoliers qui auraient en effet manqué des classes pour assister à cette manifestation. Donc ça aurait été un premier geste qui aurait été posé. Et j'ai trouvé surtout durant la pandémie que malgré le fait qu'on ne pouvait pas se réunir, la conscience environnementale se faisait partager toujours par les réseaux sociaux. Donc ça, c'est toujours un autre geste qui est en fait plus accessible pour certains, puisque c'est un geste qui semblerait simple, mais qui toutefois peut quand même informer plusieurs personnes sur les problèmes du monde, ceux qui n'en connaîtraient pas assez sur le sujet. Donc, je ne dirais pas que le mouvement, en effet, n'existe pas. Il est là au juste, mais il y a certainement plus de gestes à faire. Et puis, c'est quelque chose qui reste à explorer. Puis, c'est quelque chose qui doit, en effet, au juste venir d'une volonté de la génération, de vouloir finalement se dire, par l'entremise de non seulement notre motivation de soulever nos actions environnementales, mais par notre vote aussi, puisque ça touche notamment les gouvernements, ça touche les sujets d'élection. Donc, une des meilleures actions que je dis aux personnes s'ils veulent changer le monde auquel ils se trouvent, manifestation, c'est super, c'est la liberté d'expression, mais c'est également le vote, puisque c'est une action concrète qu'on peut poser aux élections. Et donc, le meilleur commentaire social qu'on peut faire, c'est voter pour quelqu'un qui promouvoit un sujet dans lequel on croit fortement. Donc, C'est amusant de voir que la conversation dévie sur les devoirs civiques qu'on pourrait avoir en société, quoi. Comme quoi, je trouve que tout est un peu lié finalement et on en revient à la notion d'interculturalité que développait Geneviève sur notre premier épisode avec Empreinte, quoi. Bah, de toutes les manières, on est liés, qu'on le veuille ou pas. C'est pas parce qu'il y a une petite frontière qui va bloquer le réchauffement d'un territoire à l'autre. Il y avait une caricature en France à une époque de Tchernobyl. Ouais. Et il y avait quand même un homme politique qui a eu l'audace de dire « Mais ne vous inquiétez pas, le nuage s'est arrêté à la frontière. En France, Oui. ouais. » Et donc, du Annoncer coup, à la météo. voilà. Et donc, du coup, c'est quand même assez aberrant. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, c'est ce qu'on traite dans le spectacle, c'est qu'à un moment donné, oui, cumuler, c'est bien. L'Internet nous permet de cumuler. Moi, quand j'ai eu
ma fille, moi, je suis d'origine marocaine, donc du coup, je voulais lui transmettre un peu de mon patrimoine marocain culturel. Et donc, je voulais retrouver les cantines et chansons marocaines. Et ça a été l'horreur. Quand je suis descendu au Maroc, je demandais aux gens, ils me disaient, ah, mais ça c'est vieux, arrête de chercher, tu ne trouveras pas, tout ça. Panique. Et là, d'un coup, le piratage numérique s'est mis en place. Et là, ça a été génial pour moi, je vais le dire très honnêtement, parce que d'un coup, on commençait à retrouver un patrimoine qu'on avait perdu. Et d'un coup, je retrouvais des chansons de mon enfance, des choses comme ça. Et donc, d'un coup, Et donc, moi, j'étais parmi les gens en extase devant le numérique, devant cette accumulation du savoir et tout ça. Et ça a été extraordinaire. Et là, quand on a commencé à travailler sur le projet, on a dit quoi? Est-ce que notre culture doit être une Wikipédia, un savoir universel? Ou est-ce que c'est comme ce qu'a fait dans les années, je crois, 90, la NASA, quand elle a envoyé les 2 sondes pour présenter les humains aux extraterrestres, elle a fait une sélection. Est-ce qu'on doit choisir ou est-ce qu'on doit tout garder? Il y a des gens qui ont dit à un moment donné, il faut qu'on détruise le château de Versailles parce qu'il coûte beaucoup d'argent. Et ça va, on a suffisamment d'images de ça pour le montrer. On peut, avec les images 3D, on peut faire vivre la personne dans ça. D'autres qui disent non, mais ça fait partie de... Et donc, le débat aussi, il est là. Qu'est-ce que... pareil, nos dramaturges, quand ils ont commencé à travailler sur le projet, ils disent non, mais OK, c'est pas le problème, c'est pas qu'est-ce qu'on veut transmettre. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut plus transmettre. On a une telle accumulation actuellement de choses. Est-ce que, par exemple, actuellement, ce que j'ai su, en Chine, un de leurs vraiment grands, j'allais dire délire, mais je juge, mais c'est que, en fait, ils mettent leur téléphone et ils se filment en train de manger. Juste ça. Et donc, il y a des gens qui regardent d'autres personnes qui mangent. Mais c'est des millions de personnes, des milliards. Donc, tu imagines le contenu que c'est. C'est juste phénoménal. Est-ce que ce contenu-là est important à garder? Mais qui doit faire ce ménage-là? Est-ce qu'on doit faire le ménage nous-mêmes? Est-ce qu'il doit y avoir des règles de ménage? Tout ça. Et là, d'un coup, automatiquement, comme ce que tu dis, il y a un investissement citoyen, mais il y a aussi un investissement politique là-dedans. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Voilà, donc c'est en réaction à ce que tu disais. Oui. Ouais, tu as une intervention? Il y a un chiffre qui est donné dans le spectacle que je trouve très intéressant, Ouais. en lien avec ce que vient de dire Karim, c'est que le contenu en anglais de Wikipédia correspond à 10 heures de vidéo HD. Et je trouve ça incroyable de se dire ça, effectivement, comme le dit Kumba, je crois. Non, Scott, je ne sais plus. Ouais. Qui va passer, tu vois... Enfin, vraiment, la proportion est absolument incroyable. Enfin, le rapport c'est presque absurde. C'est presque absurde. On se dit, mais c'est impossible, c'est improbable. Mais en même temps, on va peut-être pas passer 10 heures à lire Wikipédia, mais ça serait génial. Donc, oui, mais hier, dans la conversation, c'était super intéressant après le spectacle, avec les étudiants, avec leurs profs de philo. Ça a été assez passionnant. On était debout dans le hall à discuter, à débattre, tout ça. C'était vraiment passionnant. Et je crois que c'était toi qui parlais de... pendant la pandémie, le numérique a sauvé des vies. Est-ce que tu peux développer ça? Oui, certainement, je peux développer sur ça. C'est en raison du fait que la pandémie aurait forcé au gouvernement d'imposer un lockdown, comme on dit ici, où les gens auraient été forcés de rester chez eux et de travailler à partir de leur maison. Celui-ci n'aurait pas été possible sans le numérique. Et donc, toutes les rencontres qui se déroulaient, toute la communication était faite en ligne. Et puis, j'avais abordé ça ici hier, qu'on retourne 30-40 ans dans notre passé. Ça aurait été impossible, presque. S'envoyer des courriels, assister à des rencontres Zoom pour discuter de stratégies pour le futur de nos milieux de travaux, ça n'aurait pas été possible. Et donc, on aurait été forcé de revenir au présentiel, malgré le fait que ça aurait été fortement découragé par les gouvernements.
Et les statistiques le démontrent que le fait qu'on est resté chez nous en confinement, ça a sauvé des vies. Et donc, ça aborde aussi le positif du numérique. Et puis, je vais changer le sujet un petit peu puis aborder ChatGPT dans la conversation, puisque c'est très pertinent à la vie étudiante en ce moment, qu'on nous suggère un outil qui pourrait nous résumer un texte de 500 pages en 3 paragraphes. C'est révolutionnaire dans son concept. Et en effet, au juste, c'est mon prof qui aurait abordé le fait que la prochaine génération de ChatGPT aurait passé le barreau d'examen d'avocat par 90%. Et donc, c'est fou. On n'aurait jamais imaginé ça. Et donc, c'est là où on se pose la question jusqu'à quel point est-ce qu'on veut qu'on laisse ChatGPT envahir nos vies? Est-ce que ça peut devenir un outil pour ceux qui n'auraient pas nécessairement les capacités de pouvoir comprendre un savoir important? Que ChatGPT puisse le résumer pour eux, c'est super aussi. Mais d'une autre manière, ça empêche l'habileté de synthétiser individuellement à partir de nos propres valeurs, nos propres idées. Et donc, c'est des questions super importantes qui vont certainement dessiner le futur du milieu académique, c'est sûr. Moi, je dirais plutôt au niveau secondaire et primaire, puisque celui-ci est accessible à toute la population manitobaine. Je trouve que ça me fait penser à une chose qui n'a rien à voir, mais bon, ça me fait quand même penser à ça. C'est que quand il y a eu l'avènement de toutes les calculatrices pour faire des calculs, en fait, on a sur nos téléphones des calculatrices, on s'est mis à perdre l'habitude de faire du calcul mental, par exemple. Alors que je pense qu'on prend la génération d'avant, les gens en calcul mental, c'était extrêmement simple pour eux de le faire. Et maintenant, grosso modo, on ne sait plus faire, quoi. On sait qu'on a des solutions de facilité. Et je pense qu'effectivement, la question que tu poses, elle est très intéressante. C'est de savoir, c'est certainement un outil très intéressant pour faire des synthèses et tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas le danger derrière de perdre la capacité, effectivement, à faire ces synthèses-là? Est-ce que cette facilité ne va pas entraîner de fait une perte de savoir-faire, en fait, parce que c'est un savoir-faire. Et toi, tu es très bien placé en philo pour oui. Et sur de la synthèse et sur du développement d'idées aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut s'entraîner, en fait, tout simplement, quoi. Mais oui, pareil, je reviens à la conversation d'hier où le prof trouvait que c'était super pertinent, cette notion de la perte. Qu'est-ce qu'on est capable de perdre? Qu'est-ce qu'on est prêt à perdre, à lâcher? Et en fait, nous, dans notre métier d'artiste, c'est la première chose qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que je dois enlever? Pas qu'est-ce que je dois rajouter, parce qu'on a tellement 50 000 idées qu'à un moment donné, il faut commencer à aller vers l'essentiel. Et ça, c'est vraiment et la notion de choix. Et qui dit choix, dit abandonner des choses. Choisir. Voilà. Là, dernièrement, j'étais sur le territoire guyanais. Je travaillais avec des jeunes gens qui avaient entre 18 et 24 ans, avec des problématiques, je dirais, scolaires. Et c'est des jeunes gens qui se préparent pour entrer dans le milieu professionnel, avec là où ils sont, tout ça. Et 90% de ces gens-là étaient incapables de faire une lettre de motivation. Malheureusement, on leur demande une lettre de motivation. Donc, c'est quoi le système qu'ils ont? Souvent, ils vont aller demander à quelqu'un qu'il leur écrive une lettre de motivation. Parce qu'ils ne sont pas capables de la faire. Et tu as beau à passer des mois et des mois, ça va leur prendre beaucoup de temps pour une lettre de motivation qu'on sait en gros qu'elle ne sert pas à grand-chose. Mais l'employeur, c'est une manière de trier. Et est-ce que du coup, ne pas s'appuyer sur une intelligence artificielle pour les aider à écrire la lettre de motivation, ça ne serait pas un plus pour eux? Et c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a des universités actuellement qui mettent d'autres intelligences artificielles pour repérer est-ce que c'est l'humain ou est-ce que c'est une intelligence artificielle qui a écrit le texte, le devoir. Par contre, il y a d'autres établissements scolaires en présecondaire et en secondaire qui, eux, sont en train de former les élèves à bien se servir de l'outil et qu'il soit une force pour eux et non pas une faiblesse. Et qu'il vaut mieux qu'ils les forment et que ça se fasse avec le prof au lieu de le faire par derrière. Parce que si ça se fait par derrière, c'est dame chance. Si toi, tu as la chance dans la maison, quelqu'un qui peut t'accompagner pour bien apprendre,
tu le fais. Sinon, voilà. Donc ça, je dirais, je comprends très bien ce que tu disais sur la notion de la perte d'un savoir, mais en même temps, je pense que c'est important que ça soit à des choix. Qu'est-ce que j'ai envie de perdre? Qu'est-ce que j'ai envie, du coup, gagner? Et ça, c'est important. Mais qu'est-ce que, là, on parlait au niveau du tri dans nos mails. Est-ce que dès qu'on lit un mail, on l'efface? Ou est-ce qu'on le stocke? Où on le stocke? Est-ce qu'on le stocke dans un disque dur en disant ça peut me servir un jour? Ou bien je le laisse dans le cloud? Est-ce que les photos, on sait très bien qu'on a des millions de photos, des milliers de photos chacun. Les plus intéressantes, les moins intéressantes. Est-ce qu'on est capable de faire ce tri-là? D'enlever ce qu'on n'a pas envie d'enlever, de garder. Et là, on a du mal. On a beaucoup de mal, tous. Qu'est-ce qu'on fait de ces photos? Ils sont juste, ça nous rassure qu'on sache qu'ils sont stockés. Mais ce qui est assez passionnant, moi ça m'est arrivé plus d'une fois, ça m'est arrivé 2 fois, je voulais rationaliser toutes mes photos dans un dossier. Et à un moment, j'ai fait une fausse manip et j'ai tout effacé. T'as tout effacé. Tout effacé. J'étais bloqué la seconde que c'est arrivé. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'en foutais. Profondément, je m'en foutais. Et pourtant, j'aurais bien aimé les avoir. Mes filles quand elles étaient petites. Enfin, plein de souvenirs. Mais les souvenirs restent. Enfin, ce que j'ai plus, c'est le matériel qui est parti. Ce matériel immatériel. Mais sinon, à part ça, ça va. Tu vois, j'ai vécu ça. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Mais en même temps, pareil. Moi, j'ai animé des stages un jour. Je regarde des stages que j'ai animés, je regarde des photos et je dis, mais c'est qui ces gens? Je ne les ai pas reconnus. C'était un stage que j'avais animé, mais je ne me rappelais même plus. Mais ce n'est pas la photo qui m'a rappelé quoi que ce soit. Donc, du coup, il y a un moment donné où c'est intéressant, voilà, de se dire, de se poser la question sur la notion de perte et, comme ce que tu disais, Henri, sur cette notion de calcul mental. Comment je l'aborde? Comment je le travaille? Est-ce que c'est intéressant de garder le calcul mental alors que en 2 secondes, j'ai quelque chose qui le fait pour moi? Voilà. Mais je ne peux pas dire c'est bien ou pas bien. Hein. C'est juste, je pense que c'est des choix individuels. Est-ce que toi, tu gardes tes photos sur ton téléphone? C'est intéressant. Moi, Ouais. je prends pas beaucoup de photos. Moi, ma philosophie, c'est je vis dans le moment et j'essaie de vraiment conserver l'émotion du moment en moi-même. Donc, les photos que je vais prendre, c'est typiquement des amis qui me disent on doit prendre une photo. Je dis OK. Je vais prendre une photo avec vous. Mais non, c'est intéressant. Puis surtout, cette affaire de vouloir perdre. J'ai perdu ma photo, mais qu'est-ce qu'on perd vraiment dans la photo? Est-ce qu'on perd la photo? Est-ce qu'on a peur de perdre l'émotion qui est rattachée à la photo? Et donc, c'est des questions qui se posent aussi et que les réseaux sociaux sont en effet genre une projection un peu artificielle, je veux dire, des émotions de nos vies. On va sur les réseaux sociaux, on voit les photos, on dit « Oh, la vie de cette personne est incroyable. Mais c'est très superficiel aussi. Et justement, le personnage d'Henri Rière qui dit « Oh, je risque de perdre la communication avec mes enfants qui se retrouvent juste sur une plateforme des médias sociaux. » Et donc, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, je devrais dire, on devrait vraiment doubler nos efforts de conserver les relations à vive voix, l'interaction en personne, pour qu'on ne risque pas de se tourner justement vers envoyer un courriel pour dire quelque chose de très authentique envers quelqu'un, malgré le fait qu'on semble perdre le courage de juste le dire en personne. Donc. Okay. Quand je vous écoute et après avoir vu la pièce, il y a une chose, moi, qui m'a... je me suis posé plein de questions, forcément, comme je pense toutes les personnes qui sont venues voir la pièce par rapport aux sujets qui sont abordés. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous laissiez vraiment l'opportunité aux gens d'avoir leur propre point de vue par rapport à ça et qu'il n'y a pas forcément un point de vue qui est meilleur que l'autre et que, en fait, on peut voir ça de plein de... On peut regarder ce spectacle avec un regard à chaque fois qui va être unique en soi et en fonction de
de ton propre parcours, de tes propres origines, d'où tu viens, euh, de, euh, de ton capital culturel même, etc. Euh, ce que je trouvais vraiment original et je trouve assez audacieux quelque part aussi, c'est vraiment cette façon que vous avez d'aborder ces sujets qui sont à la fois hyper sérieux, quoi, qui sont débattus continuellement maintenant dans le paysage politique et médiatique. Et vous arrivez quand même à en faire quelque chose qui soit quand même digeste et intelligible, euh, tout en abordant quand même et l'écologie, et le digital, et Internet, et les médias sociaux, et les téléphones. euh, et c'est via trois personnages qui, euh, à première vue, que tout oppose, mais pas forcément en fait, parce qu'au final, c'est des problématiques qui se recoupent, quoi. C'est-à-dire, dans quel monde est-ce qu'on veut vivre? Quel héritage on va laisser aux générations futures et même la génération Z ou même les millennials, hein. Parce que moi, même moi personnellement, je fais preuve de ce qu'on appelle éco-anxiété. Justement, moi j'ai assez peur de l'avenir. C'est-à-dire que je me pose plein de questions de est-ce que ça vaut la peine d'avoir des gamins si jamais dans 20, 30 ans, on se rend compte que la planète devient, je sais pas moi, irrespirable ou bien qu'on commence à avoir des stress hydriques qui font que l'eau devient une rareté et entraîne des conflits. Enfin, c'est très, ce sont là des scénarios très catastrophiques là que je dis, hein. Mais est-ce que c'est si imaginaire que ça en fait, hein? Parce que là, par exemple, qui aurait pu imaginer il y a 3 4 ans qu'on allait avoir une pandémie sur la tête qui, d'un coup, bloquerait le monde entier, quoi, et nous mettrait dans une espèce de stase en fait pendant 2 ans où on était là à se demander quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Et donc, ouais, je voulais quand même juste le souligner parce que c'est quand même, je me répète, mais vraiment audacieux de votre part d'avoir fait cette pièce et j'espère vraiment que vous allez pouvoir aussi continuer à développer ça. Et je serais même curieux de voir si vous continuez à jouer cette pièce, mettons, dans 1 an ou dans quelques mois. Peut-être les modifications ou changements que vous aurez pu apporter, par exemple. D'ailleurs, est-ce que vous comptez en faire après des modifications, tout ça? Parce que j'ai l'impression que c'est une pièce qui reste assez évolutive aussi, parce que c'est vraiment en lien avec, avec l'actualité du moment. Et sauf que l'actualité change tout le temps, en fait. En fait, alors, la pièce, vraiment, c'est le talent de nos trois dramaturges. Et il faut rajouter Sylvia, en fait, même, Oui, donc qui en il soi y est a un personnage à part entière aussi. complètement. Donc, Billy Abba, le Oui, dramaturge guinéen. Il y a Dominique Leclerc, la dramaturge du Québec. Et Émilie Malos, la dramaturge, et qui aussi est l'auteur de la pièce. Donc, c'est vraiment eux qui ont fait qu'il y a cette construction. Bien sûr, on a beaucoup, beaucoup discuté et avec les comédiens et Geneviève Pelletier et moi de notre place de metteur en scène, avec les dramaturges, avec l'auteur, pour qu'il y ait cette construction. Après, il y a eu toute une grosse conversation avec le MIAI, qui est l'université qui a créé Sylvia, un des personnages importants de la pièce, qui est une intelligence artificielle. Et on s'est beaucoup posé la question, comment on va la programmer? Donc, on est parti avec l'idée, on va créer un personnage binaire, voilà. Et, et en fait, on va tenter d'éviter les biais de programmation le plus possible. Donc, on a dit, bon, déjà, il faut que ça soit, au niveau du genre, ça soit bien équilibré, des femmes, des hommes, tout ça, voilà, ou genré, pas genré, tout ça. Donc, on a réfléchi là-dessus. Après, on s'est dit les territoires. Donc, le territoire africain, il est très peu consulté là-dessus. Donc, du coup, on a la majeure partie de la programmation vient des citations et de proverbes africains. Après, il y a du Lao Tzu, il y a pas mal de choses qui viennent de l'Asie, mais il y a aussi de philosophes européens, mais aussi du Canada et des autochtones. Donc vraiment, on a essayé d'être le plus large possible pour qu'il y ait le moins de biais.
Et en fait, super, ça marche, tout ça. Le laboratoire à Grenoble fait le travail, ça marche super bien. On fait les tests, parfait. On arrive ici, on commence à faire travailler ça avec les comédiens, et là, bug. Sylvia reconnaît très bien Henri Thomas, qui est le comédien français. Daniel, qui est du Manitoba, a bugué. Sylvia a commencé à bugger. Elle ne reconnaissait pas complètement l'accent d'ici. Et Aminata, pareil, du Guinée. Donc, du coup, malgré nous, comme c'est un Français qui a paramétré l'intelligence artificielle, et ben, en fait, on a mis un biais. Donc voilà, ça a été corrigé, ça se travaille, tout va bien. Mais, même avec les meilleures intentions du monde, les biais existent. Donc, ce que tu dis, au niveau, il y a une part d'impro dans le spectacle. Pourquoi ? C'est parce que Sylvia, l'intelligence artificielle, décide quoi dire en réaction à des phrases des comédiens. Elle intervient, je crois, 14 fois dans le spectacle. On sait quand est-ce qu'elle va intervenir, mais on ne sait pas ce qu'elle va dire. Des fois, elle dit des phrases très courtes, mais des fois, des phrases très longues, des paragraphes. Et donc, le comédien, il doit sortir, j'allais dire d'une certaine manière, de la logique de son personnage pour écouter qu'est-ce qu'elle raconte, comprendre ce qu'elle raconte, lui répondre ou réagir avant de rentrer dans le spectacle. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un exercice assez fantastique, assez jouissif à voir. Et en même temps, ce qui était super, c'est que les spectateurs écoutent et découvrent la citation en même temps que les comédiens. Donc il y a quelque chose d'instantané, de le ici et le maintenant qui se fait à ce moment-là. Et les spectateurs apprécient beaucoup ce moment-là parce que c'est génial. Ils essayent de comprendre, mais ils voient que le comédien ne comprend pas ce qu'elle a dit ou bien il comprend. Enfin bon, c'est assez intéressant. Et donc, l'écriture du spectacle a été faite vraiment sur des choses qui sont, sur la logique interne. Bien sûr, il y a quelques anecdotes dans le sens, les chiffres, tout ça, comme tu dis, peuvent évoluer, donc ils peuvent évoluer potentiellement dans le spectacle. Mais la logique, c'est qu'est-ce qu'on doit retirer, qu'est-ce qu'on doit rajouter. Et donc le spectacle, lui, après Winnipeg, on est en train de travailler pour que le spectacle circule. Et donc l'idée, c'est qu'il va repartir en France, et de jouer en France, sur le territoire français, peut-être européen, et aussi Afrique de l'Ouest. On est en train de préparer la tournée. Donc, du coup, il y a la Côte d'Ivoire, il y a encore la Guinée, et puis le Mali et d'autres territoires. Parce que, comment dire, et ça, c'est dès le départ, avec les compagnies partenaires de ce projet-là, et Geneviève Pelletier tenait aussi que la culture du ici puisse aussi être partagée ailleurs. Parce que plus tu es ancré dans ton territoire, plus tu es riche à partager. Et donc, c'est là où c'est quelque chose, une réflexion aussi qui vient d'ici, qui vient aussi de Guinée, qui vient aussi de France, pour qu'il puisse être partagé un peu partout dans le monde, parce que c'est important aussi ces dialogues-là. Et l'idée, c'est aussi comment, je dirais, ce patrimoine qu'on va aller partager, comment il va revenir sur les territoires. Parce que, aussi, nous, on est les porteurs de ça. Daniel, quand il va revenir, Geneviève, tout ça, ils vont ramener ce savoir, cette rencontre et le partager avec les gens du territoire. Et pour ça, le voyage est très important pour ça. Donc voilà, oui, le spectacle est prévu à beaucoup voyager, à rencontrer d'autres publics. Et vu la thématique et vu le temps dans l'histoire, je pense que c'est un spectacle qui a sa place dans le débat. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a une plasticité qui fait que vous pouvez possiblement plus le réadapter. Oui, au niveau scénographique, parce que le plus lourd, c'est la scénographie, en général.
Là, on a 3 personnages physiques, on a une intelligence artificielle et on a un personnage chinois qui joue dans le spectacle, mais qui est virtuel. Le décor, on l'a conçu à géométrie variable. Donc, ça veut dire qu'il peut aussi se réduire si on a besoin d'être dans un espace plus petit. Là, par exemple, j'ai oublié de le dire, mais normalement, on est prévu à aller en Guyane, donc en Amérique latine, pour jouer le spectacle. Et ce qui est super là, c'est prévu pour qu'on joue à 3 représentations que pour des jeunes gens. Parce qu'ils ont estimé que ce débat-là est important que la jeunesse puisse le partager. Et donc là où on va être, à Kourou, l'espace de jeu est très réduit. Il n'y en a pas vraiment de salle de théâtre. Ouais. Donc du coup, on est obligé de s'adapter. Et c'est ça et comme on connaît très bien aussi les conditions, des fois, de jeu sur le continent africain, donc du coup, le spectacle, il est fait aussi pour qu'ils puissent voyager facilement. Est-ce que toi, tu fais preuve d'éco-anxiété, Caleb? Je vais poser la question. C'est pas nécessairement quelque chose dont moi je fais preuve, mais je connais beaucoup de personnes qui font preuve d'éco-anxiété et c'est quelque chose qui mérite bien d'écouter aussi. Ouais. Donc, moi qui a souffert d'anxiété durant toute mon enfance aussi, c'est un peu par habitude où j'essaie pas trop de me projeter dans le futur. Ce qui s'entend aussi. Hein, Oui, c'est juste par peur que, tu sais, la tête commence à tourner, bien puis ça devient juste une tangente de pensées qui ne sont toutefois pas réelles encore dans cette réalité. Mais certainement, c'est l'anxiété ou c'est le stress qui pourrait possiblement survenir qui devrait motiver les actions concrètes qu'on peut faire ici en ce moment. Et donc, si c'est tout simplement une question de dire des actions réalistes, tu sais, je vais faire du covoiturage aujourd'hui au lieu qu'on se conduise tous individuellement à la même place. Mhm. Tu sais, c'est pas quelque chose de grand, mais c'est toutefois quelque chose qui peut aider aussi. Donc, je pense que ça commence juste par des petites actions concrètes motivées par un stress d'action qui pourrait survenir. Mais en même temps, durant la pièce, les plus gros changements se font quand tu te retrouves dans une situation d'extrême urgence et d'anxiété par adéquation. Et c'est là où, en fait, on est contraint de prendre des décisions dont les circonstances vont être... dont les conséquences, vont être irrémédiables, mais en même temps, ça m'a donné cette impression que finalement, dans le spectacle, que finalement, c'est que quand tu es confronté à une situation extrême, que tu es en capacité presque de prendre des décisions extrêmes. Mais par rapport à ce qui nous en vient, on va être à un moment donné amené à devoir prendre des décisions de plus en plus radicales, entre guillemets. Et peut-être même d'ailleurs que ce que nous on considérera, ou ce que l'on considère comme radical aujourd'hui, sera considéré comme étant normal demain. Mais juste, en fait, on est dans une urgence. En fait, c'est ça qu'on oublie. On est dans une urgence absolument phénoménale. Il y a actuellement une réunion du GIEC. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le GIEC. C'est un gouvernement, un groupement intergouvernemental qui a pour mission, donc ça dépend de l'ONU, il a pour mission en fait de surveiller le climat finalement et pour pouvoir dire ce qui va se passer dans le futur. Actuellement, ils sont en train de se réunir en Italie. Maintenant là? Oui, actuellement. Ouais, okay. Actuellement là, sur la semaine. Et pour faire un espèce d'audit sur les prévisions qu'ils ont pu faire depuis à peu près 5 ans pour voir si si c'est finalement réaliste, ces prévisions-là, ou si ça évolue. En fait, ils sont en train de faire le constat que les prévisions qu'ils avaient faites étaient bien trop optimistes. C'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en train de se réchauffer, la planète est en train de se réchauffer de manière beaucoup plus forte que ce qu'ils avaient prévu. Juste quand même pour avoir un ordre d'idée, parce que c'est des chiffres qui sont extrêmement parlants, je trouve. La banquise de l'Arctique, en 40 ans, a diminué en volume des 2/3. Il reste 1/3 du volume de la banquise. Et le problème que ça pose, ça donc c'est l'effet du réchauffement, le problème que ça pose, c'est que c'est un cercle vicieux. Parce que
comme la banquise diminue, elle diminue donc en volume, mais donc aussi en surface, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'effet réflecteur du soleil, et donc que ça réchauffe les océans, et donc c'est complètement un cercle vicieux. Donc c'était pour un petit peu augmenter ton éco-anxiété, puis la tienne aussi, désolé. C'est très apprécié. Mais en fait, c'est super intéressant. Dans le cerveau, on a une partie qui réagit beaucoup au négatif. Et en fait, c'est ça qui a permis à l'humain d'évoluer. Tu vois pas, tu as 90% génial et tu as le 10% qui fonctionne pas bien. Et là, tu vas te focaliser sur les 10%. Mais du coup, normalement, c'est pour que on s'améliore. OK. En fait, l'anxiété a toujours existé. Tu imagines, Première Guerre mondiale, quelle perspective? Est-ce que j'ai des enfants, pas des enfants, tout ça. Deuxième Guerre mondiale, exactement. Tu vois Tchernobyl, tu vois Hiroshima. Enfin bon, tu vois, tu as plein d'événements qui sont importants. C'était intéressant, il y a quelqu'un que j'ai croisé qui dit « Oui, mais quand même, votre spectacle, il est la catastrophe. Okay » Oui, et puis de toutes les manières, qu'on est en catastrophe, on ne peut pas philosopher. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe actuellement dans les COP? Ce n'est que ça. Deuxième chose, c'est que je vais paraître un peu peut-être dur par rapport à l'éco-anxiété. En fait, ça ne sert à rien d'être éco-anxieux. Par contre, ce qui sert, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vois que c'est problématique. OK? Toi, tu t'es posé la question, est-ce que c'est pertinent d'avoir des enfants? Ça, c'est une réflexion. OK, très bien. Après, tu vas décider, oui, non, oui, de toutes les manières, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je fais dans les choses? Et en fait, c'est ça. C'est que oui, dans le spectacle, on dit qu'il y a une catastrophe, et donc, mais on se rend compte, malgré la catastrophe, on cherche notre confort. On ne veut pas perdre des choses déjà acquises. Moi, quand je suis ici au Canada, je suis très heureux. J'ai plus froid au Maroc que quand je suis au Canada. Pour une simple raison, rien n'est chauffé au Maroc. Donc, quand il fait froid, il fait vraiment froid. Et tu ne baisses jamais les gants. Par contre, ici, c'est... Mais d'un coup, je rentre dans un appartement, dans une maison, c'est surchauffé. C'est chaud, mais vraiment, pour être en t-shirt. Et je me pose la question, mais pourquoi on ne peut pas rester juste avec un pull et baisser? Mais en fait, c'est des choix. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis permis, en étant un peu provocateur, en disant l'anxiété ne sert à rien, c'est qu'il y a un moment donné, c'est l'action. Parce que c'est juste être dans la notion de victime qui est problématique. Et il y a aussi la notion, ce qu'on nous met en avant souvent, c'est que oui, mais si tu enlèves ça économiquement, et en fait, c'est tout le monde a peur de la perte, du privilège, de je ne sais pas quoi, du confort, de ce qu'on veut. Voilà. Mais je ne suis pas dans le jugement de ça, même si je suis dans la provocation. C'est qu'il y a un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne donne pas je ne suis même pas, je l'ai raconté hier, à un moment donné, ma boîte mail a saturé, j'ai enlevé 1000 mails et ce n'était pas suffisant. Le génie que j'ai trouvé comme idée extraordinaire, c'est de rajouter des datas. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment donné, il faut juste que je me pose la question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bien sûr, je me la suis posée. Là, maintenant, je suis en train, au fur et à mesure, de trier, enlever. Mais voilà, et ça, me morfondre dans mon coin, ça ne me sert à rien, à part être la pauvre victime. Ça me fait... Mais en même temps, je respecte, et après, c'est des personnalités, c'est des fonctionnements de chacun, et tout ça. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on a envie de faire, personnellement? En même temps, comme ça ne dépend pas de nous individuellement, c'est-à-dire que bien sûr, on n'a pas arrêté de le dire, individuellement, on peut faire des choses, mais aussi, ça dépend de politiques beaucoup plus vastes. Donc, c'est en ça que je pense que c'est aussi un peu désarmant, tu vois. C'est-à-dire que c'est pour ça que, comme ça nous dépasse, tu peux dire, je vais agir, mais comme tu sais que quand tu vas agir, ça fera très peu, parce qu'il faut il faut que ça change au niveau politique, du coup, voilà. C'est un peu comme l'effet colibri, quoi. C'est exactement ça. Bien sûr.
c'est ça qui m'est venu aussi à l'esprit, Ouais. c'est l'effet colibri. Bah, Exactement. raconte l'effet colibri parce que tout le monde ne connaît pas forcément, mais L'effet colibri, en tout cas, de ce que j'en ai compris, c'est l'idée qu'il y a un incendie dans une forêt et puis il y a un petit oiseau qui se décide à arrêter l'incendie, il me semble, et puis ouais, C'est ça. il va dans un lac récupérer un peu d'eau dans son bec et puis Voilà. il le jette au-dessus de la forêt et puis il y a un animal qui vient le voir et puis il dit mais qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. Et Mm. lui il répond bah, au moins j'ai fait ma part. voilà, Mais moi je suis pas d'accord avec cette bien sûr. Bien sûr. On est bien d'accord. parce que l'oiseau pour moi en fait il peut se brûler en fait. Il peut même quand il se met au-dessus de la forêt en flammes avec toutes les fumées qui s'en dégagent et la chaleur, il va en mourir probablement même. Est-ce que ça valait le coup qu'il en meure même si, alors que alors que le geste qu'il fait, en fait, est presque de l'ordre des zéros, parce qu'en plus, le temps que la goutte qui lâche sur la forêt, il y a de très fortes chances à ce que cette petite goutte se soit déjà évaporée avant même d'entrer en contact avec le feu. Et en même temps, Et- l'action qu'il a faite peut-être lui permet de lutter justement contre le stress parce qu'il Oui, est en en même action temps, en oui. fait. Ce qui peut C'est s'entendre. ça qui est intéressant finalement, mais Après, effectivement, par contre, ça ne suffit pas. Après, c'est toujours. Enfin, j'entends que ça c'est pas comme ça et qu'il faut malheureusement. C'est pas forcément bien couvert par les sécurités sociales, mais c'est bien aussi. On peut aussi aller voir un professionnel comme un psychothérapeute, un psychiatre, un psychologue. Ça marche bien, ça. Oui, là Absolument. en ce moment, c'est quand même parfait. Moi, enfin, tu vois, avec ces phrases-là, qu'actuellement, depuis la pandémie, ça s'est multiplié par 50. Non, je ne suis pas confortable. Je ne suis pas confortable avec ça. Donc, Ouais. non, c'était quoi l'autre expression que j'ai beaucoup entendue ici, que je ne juge pas, mais que je trouvais pertinent, c'est au niveau du mental. Vous avez une expression ici que vous dites souvent au niveau de... euh, Mental breakdown en anglais ou en non, français? français. Tu vois, c'est pas pression mentale, mais... Charge mentale, tu veux dire? Non, c'est pas la charge mentale. Il y a une autre expression au niveau de je suis pas confortable mentalement, donc du coup, Ouais. voilà. Donc, mais ça, c'est venu beaucoup après la pandémie, tout ça. Et je trouve que il faut, enfin, s'il faut, je ne sais pas, c'est facile de ma part de dire ça, c'est à un moment donné, il faut qu'on fasse ce qu'il faut. Tout à l'heure, tu parlais de ce fameux colibri, mais si tous les animaux sont mis à faire, puis d'autres qui commencent à réfléchir, comment ça s'est fait qu'il y a eu cet incendie? Peut-être que l'incendie, on aurait pu l'éviter. Mais là, l'incendie, il est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut lutter ou est-ce qu'il faut fuir? Est-ce qu'on a la capacité de fuir? Si on n'a pas la capacité de fuir, il faut confronter. Et donc, en fait, c'est un petit peu, c'est là, Mhm. tu vois. Et moi, qui voyage, qui change de territoire, les consciences dans chaque territoire sont différentes. Il y en a qui sont beaucoup plus... là, j'étais dans des endroits où l'eau commence à monter, les plages commencent à être diminuées. Et donc, il y en a qui ont dit « Oh, mais ça va, c'est pas grave, on va mettre les pieds dans l'eau. » Plus rapidement, d'autres qui disent « Mais non, il faut qu'on réagisse. » Donc, en fait, chaque territoire a sa réalité. Et sauf que malheureusement, cette réalité climatique, elle dépasse, ce qu'on disait tout à l'heure, les frontières. C'est pas parce que il y a une frontière que le climat va dire bon non, je vais attaquer ce pays-là, pas celui-là. Ça se passe pas comme ça. Mais en même temps, comment dire, je reste très optimiste. Comme ce que tu dis sur cette notion de sursaut. Et peut-être qu'à force de nous rabâcher et qu'on commence à le voir, c'est incroyable maintenant, à chaque fois que je vais dans un territoire, ils me disent mais c'est bizarre, c'est plus comme avant. En Guyane, le premier jour de pluie, parce qu'ils ont 2 saisons, saison de pluie, saison sèche, et ils savaient quel jour, le premier jour de la pluie allait tomber. C'était toujours le même jour. Maintenant, c'est plus le cas. Là, on vient pour la dernière création, ici à Winnipeg, et nous dit « Ah, mais cette période-là, c'est telle température. »
C'était absolument pas le cas. Il faisait froid, mais à mourir, tout ça. Voilà. Là, pareil. Et depuis quelque temps, on nous promet que le grand froid va diminuer. Là, ça y est, on va plus être dans le grand froid. Et c'est plus le cas. Maroc, partout où je vais, tout le monde me dit que le climat a changé. Il y en a où ils disent, oh, bah, c'est cool. D'autres qui disent, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, tu vois, mais je reste optimiste. Dire qu'il y a un moment donné, on va trouver, on est en train de trouver, on est en train de chercher, et il faut qu'on trouve les bonnes solutions pour nous tous. Après, une critique que j'ai pu entendre par rapport au spectacle, c'était, enfin une critique, c'était des gens qui pouvaient avoir cette impression d'être un peu désarmés. En fait, ça rejoint ce que disait Henri par rapport à la situation globale et cette idée que, voilà, c'est des choses qu'on a déjà entendues aux informations, à la radio, etc. Et que, oui, non, mais ça, on connaît déjà. euh, Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Bah, en fait, comment dire? En soi, vous y avez déjà plus ou moins répondu, peut-être Oui, aussi, oui, mais... bien sûr, mais le chat est un chat. Il y a un moment donné, t'as beau à dire l'animal à quatre pattes avec des poils et qui fait miaou, ou bien tu dis, bah, il y a un problème. Ouais. Et il y a ça, et on confronte le problème. Là, nous, vraiment, je ne sais pas si c'est une mission qu'on s'est donnée, ou le spectacle et tout ça, c'est de dire, il faut qu'on soit dans le débat. C'est super C'est important. ça, prendre part à la chose plutôt que de rester Oui, spectateur, en fait. c'est ça. Mmh. Et de la prise de conscience des Ouais, choses. ouais. On a de la chance, grâce au théâtre, d'avoir un outil justement qui fait réfléchir, en fait, qui a cette possibilité-là, en tout cas. Donc nous, on s'en saisit, voilà. Mais après, moi, je pense que la solution, comme on l'a dit pas mal ce matin déjà, c'est que c'est à la fois individuel, ça c'est clair, mais c'est aussi politique. Tu l'as dit aussi, Caleb, et je pense que c'est très très important de le penser comme ça. C'est-à-dire que ça soit en participant à des associations, à des manifestations, tout ce qu'on veut, en tout cas en étant et en restant conscient, en fait, conscient des choses et en véhiculant en fait cette pensée. Voilà. C'est sûr. Et comme on l'a mentionné plusieurs fois lors de ce balado, la réponse n'est pas simple. Et c'est en effet pourquoi il existe tellement de débats sur la situation. Et donc, ça va être intéressant de voir comment, avec les années qui avancent, avec le problème qui forcément ne va pas s'améliorer malheureusement, est-ce qu'on sera capable de travailler ensemble? Est-ce qu'on va pouvoir se dire, je mets ma conception de quelque chose sur lequel on ne s'entend pas de côté pour quelque chose de plus grand que moi-même, qui est la survie collective à ce point-ci. Et donc, moi, je me voue à vraiment m'engager dans cette lutte, dans cette habileté de pouvoir dire à mon autrui, je suis avec toi dans ceci. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce sacrifice-là. Et donc, je pense que dans cette conversation de lutte climatique, on doit aussi apporter cette idée qu'on doit se réunir, que ça se fait individuellement, mais que ça se fait ultimement ensemble. Et par exemple, je vais donner un exemple ces aberrations qu'on fait. Actuellement, le président français est parti en Afrique, au Congo précisément, parce qu'il y a la deuxième plus grande forêt primaire, et c'est celle qui absorbe le plus, même plus que l'Amazonie qu'il y a au Congo, Kinshasa. Et il dit oui, il faut qu'on la protège, tout ça. Et donc, il y a question, un spécialiste en disant, mais oui, okay, c'est bien le président français qui vient de dire ça, mais est-ce que vous, en France, et la réputation de dire, mais non, on a plus de forêts en France actuellement qu'à l'époque des Gaulois. Je dis, waouh, bah c'est génial. Mais en fait, les forêts qu'il y a maintenant, c'est des forêts qui sont avec une seule essence d'arbres. Donc, du coup, ça tue complètement le sol. Et ça pourrit les écosystèmes. Exactement. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'animaux. Ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième, qui est encore plus aberrante, c'est qu'en France, il n'y a plus de grandes scieries. Donc, du coup, le bois part en Chine pour être retravaillé, pour après revenir en France en meubles. Donc, là, il y a un moment donné où c'est vrai qu'après la pandémie, les entreprises commencent à réfléchir vraiment sur rapatrier dans leur propre territoire
leur industrie parce qu'ils se rendent compte que c'est pas si intéressant que ça d'aller l'avoir délocalisé en Chine. Que sur un court terme, ça gagne de l'argent, mais à long terme, ils perdent du savoir, ils perdent, et puis finalement, c'est pas si économique que ça, parce qu'il y a des pertes de temps, quand il y a une pandémie, ils peuvent plus travailler, et ainsi de suite. Donc là, il y a ces choses-là. Et c'est vrai que nous, à notre échelle, on peut faire des choses, mais il faut aussi, au niveau de l'échelle de l'industrie, qu'elle fasse des choses, parce que c'est très important, et ainsi de suite. Là, c'est évident que chaque entreprise là, qui nous entend fasse le tri dans leurs données et se poser la question qu'est-ce qu'on met dans les clouds, qu'est-ce qu'on met dans ça, voilà. Donc c'est collectivement, si on arrive à faire des choses, et comme dit Henri, et puis qu'on dit tous, c'est cette notion politique aussi, on espère, mais sauf qu'on est dans une période de radicalité, on voit les gouvernements qui passent, tout ça un peu. Qui avance à tâtons, quoi. Ouais. Je reviens juste par rapport à ce que disait Caleb, là, sa dernière intervention. Moi, une chose qui me frappe beaucoup en tant que génération millennials, c'est que déjà, moi, par rapport à ma génération, il y avait quand même une certaine, je trouvais, quand j'étais dans mes années fac, université, une certaine prise de conscience par rapport à ces sujets-là. Mais j'ai l'impression, et c'est peut-être aussi le paradoxe par rapport à la période avec laquelle nous vivons et tous ces médias sociaux comme TikTok, etc., ou l'usage de la vidéo. Enfin, voilà, TikTok fonctionne par la vidéo, littéralement. Le paradoxe, c'est que plus on avance et plus je trouve que les générations qui s'en viennent sont de plus en plus conscientes, en fait, de ces enjeux-là. Et c'est un de mes rares points qui me rassure, en fait, quelque part, parce que je vois bien que chez les jeunes générations, enfin, j'en fais quand même encore partie, j'espère, mais qu'il y a cette prise de conscience, et parce qu'ils voient bien que ce sont elles et eux qui vont être touchés le plus par rapport, justement, par rapport à la fonte de la banquise, par rapport aux empreintes carbone qui sont de plus en plus incontrôlables, etc. Et il y a une prise de conscience, en tout cas, qui commence à se généraliser, que je trouve assez rassurant et qui donne quand même un peu d'espoir aussi, quelque part, quoi. Ça me fait penser aussi à une anecdote, pardon. Quand j'étais étudiant, j'étais pas à Paris même, mais à Saint-Denis, j'ai fait un stage à la conférence sur le climat 2015 qui était à Paris. Il y avait quelque chose qui m'avait frappé lors des débats, des réunions que j'avais pu assister. C'était que les pays qui étaient les plus engagés sur les questions de causes climatiques, et notamment la question de la montée des eaux, etc., étaient, en même temps, ça paraît logique, hein, mais les pays qui, dans les prochaines années ou dès maintenant, étaient touchés déjà par cette montée des eaux. Donc, notamment les pays dans le Pacifique, les pays qui sont des îles, les pays dans les Caraïbes, etc. Et c'était eux qui mettaient le plus de pression vis-à-vis des autres pays pour demander des changements, justement, d'accélérer les choses en termes je sais pas, de changement de modèle économique, etc., pour éviter la catastrophe qui s'en vient chez eux, quoi. Parce que, et là, pour le coup, c'est vraiment très concret. C'est-à-dire que là, on parle d'habitations qui vont se retrouver d'une manière permanente sous les eaux. Il y a donc des mouvements de population immenses, quoi. Là, on parle de millions de personnes. Et on était en 2015. Là, on est en 2023. Mais moi, je te rejoins assez dans ton analyse aussi. Et ce qui rend optimiste, c'est effectivement, en tout cas en France, moi, je vois que les jeunes sont quand même très mobilisés. Mais non, mais j'ai dit en France parce que c'est ça que j'observe. Hein, je ne sais pas du tout. C'est que les jeunes sont mobilisés, voilà, et que ça donne beaucoup de courage finalement, parce qu'on se dit que c'est eux qui sont l'avenir de toute façon. Donc voilà, et qu'il y a une vraie prise de conscience. Et après, effectivement, par exemple en France actuellement, là, en ce moment, il y a une grosse sécheresse. Mais c'est pas normal, on est en plein hiver. Normalement, c'est le moment où la pluie tombe, où la neige tombe. Cette année, il y a eu très très peu de neige. C'est tombé sur un temps très très court. Et donc, ça suffit pas à renflouer les nappes phréatiques. Donc, du coup, on sait qu'on va avoir une sécheresse cette année.
Et ça, c'est à la fois terrible et à la fois, ça montre à toute la population qu'il y a un vrai problème. Et c'est vrai que moi, j'espère que, en fait, ça, ce genre d'événement, en même temps ponctuel, mais qu'on voit partout, et puis que selon les territoires, c'est d'autres effets, hein, mais que au moins les gens se disent, mais oui, mais c'est vrai, c'est pas des histoires qu'on nous raconte, c'est pas des bobards. Et je pense que plus ce qu'on appelle l'opinion publique sera mobilisée sur les questions, plus on a des chances que les choses puissent changer, parce que individuellement, on va changer, comme on l'a dit, mais aussi politiquement, il peut y avoir une pression assez forte. Quand même, les forces écologistes en France, politiquement, arrivent à recevoir quand même beaucoup de voix actuellement, même si au niveau de la présidentielle, c'était plus compliqué, mais pour plein de raisons, pour le coup très politique. Mais quand même, on voit bien que beaucoup de gens sont conscients qu'il y a un vrai problème. Et on n'a pas parlé des questions de biodiversité. Aussi, un chiffre encore, on estime à peu près que 80% des espèces d'insectes ont disparu depuis, je sais pas, le début du XXe siècle. C'est absolument hallucinant. 80% des insectes, je crois qu'il y a, c'est pas 60% des espèces animales. Enfin bon, c'est des choses dont on parle moins, parce que je pense que c'est plus compliqué à intéresser les personnes là-dessus, parce qu'on a l'impression que c'est pas très important, mais en fait c'est fondamental, parce que s'il y a moins de biodiversité, ça veut dire notamment, on le voit pour le miel par exemple. En France, il y a une grosse crise du miel parce que une grosse partie des insectes pollinisateurs ont disparu. À cause de quoi? À cause des pesticides liés à l'agriculture. Bon, voilà. Et ça touche quand même les agriculteurs. Mais comme c'est pas les mêmes, c'est-à-dire que ceux qui mettent des pesticides, ça va être les grandes cultures de céréales. Les apiculteurs, c'est en général des petits apiculteurs. C'est des gros, ils n'ont pas les mêmes cultures. Donc tout ça est perméable, quoi. Alors, juste, je reviens sur quelque chose pour les auditeurs. C'est que quand même, là, depuis tout à l'heure, on parle du fond du spectacle. Donc, on débat sur la thématique qu'on a. Mais le spectacle, il est suffisamment, je dirais, spectaculaire, suffisamment, je dirais, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, le traitement visuel, le traitement sonore, tout ça fait que on passe un moment de spectacle. On n'est pas dans un espace une conférence militantiste ni quoi que ce soit. On est dans du spectacle, mais qui aborde un thème. Donc, ça veut dire il y a du débat dedans, débat d'idées. Les personnages ont un débat d'idées. Là, c'est vrai qu'on s'est substitué aux personnages pour parler de la thématique. Mais voilà. Mais c'est vrai que une thématique comme ça, des fois, on peut, pour se protéger, se dire je vais pas aller à la conférence. Non, c'est un spectacle. Et vous allez voir que c'est assez... il y a un traitement de spectacle qui, pour l'instant, fonctionne très bien. On arrive vers la fin de notre épisode. Caleb, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé poser ou... Oui, en fait, juste une question de clarification pour tous ceux qui... Tu en as plusieurs même, pardon. Oui, ça fait... c'est, encore une fois, merci beaucoup, Wayne, du spectacle, parce que l'intelligence artificielle, autant spectaculaire, des fois, elle peut nous motiver de penser d'une telle manière, puisque celles-ci peuvent être très influentes. Et c'est des spectacles comme Empreinte qui font vraiment encourager la pensée libre, la pensée individuelle sur un jugement de valeur, et ça nous rappelle ça. Donc, merci. Il y aurait une partie dans le spectacle où il y aurait une reconfiguration des personnages. Je pense que ça arrive à 2 fois. Les lumières s'éteignent, les personnages font un peu un genre de danse abstraite, et là, on revient. Ce serait-tu possible un peu de clarifier c'est quoi la logique derrière cette reconfiguration des personnages? Bon, on va vendre la mèche, mais c'est pas très grave. C'est le 3e épisode, alors on va supposer que voilà. C'est en fait, on est arrivé au constat que, en fait, on est au cœur d'un ordinateur. On pense que des humains ont demandé, qui ne trouvent pas de solution pour cette histoire de réchauffement climatique, demandent à une intelligence artificielle de faire des tests, chose qui se fait assez régulièrement. Et donc, cette intelligence artificielle se balade dans le monde et fait des tests avec différents humains. Elle fait rencontrer des humains de différentes cultures et
elle les fait vivre quelque chose. Sauf que, comme tu l'as vu, dans le premier acte, ça finit par une engueulade. Et donc, du coup, pour l'intelligence artificielle, il faut arrêter vite parce qu'ils sont en train de s'engueuler. Donc, voilà. Le deuxième acte, ils sont en train de s'entretuer. Troisième acte, ils disent, mais on n'y est pour rien. C'est un bug informatique. Donc, en fait, c'est qu'à un moment donné, cette intelligence artificielle voit avec ces humains qu'est-ce qui se passe. Et là, malheureusement, ils sont dans l'échec du débat, dans l'échec de trouver des solutions pertinentes, tout ça. Et le génie des dramaturges, c'est qu'ils ont mélangé des personnages qui peuvent être caricaturales, mais qu'en fait, c'est pas si caricatural que ça, parce qu'on a une femme, la Guinéenne, elle est femme de ménage, et là, des gens, mais quand même, vraiment cette stigmatisation, pourquoi la femme de ménage n'est pas... la femme d'affaires, et que c'est le blanc qui est l'homme de ménage, ou le jeune qui est homme de ménage et le plus vieux qui est le programmateur, changé. Mais en fait, quand tu rentres dans ces biais, en fait, c'est des caricatures. Et en fait, nous, éthiquement, on aurait changé ça, mais la réalité, elle est autre. Et donc, c'est pour ça qu'on a exprès, ça nous a fait énormément de débats, mais que chacun, on va garder les personnages dans là où ils sont. Ils vont paraître des caricatures, mais en fait, malheureusement, c'est une caricature de notre réalité. La comédienne africaine dit, mais vous savez, moi, dans mon territoire, j'ai des ingénieurs et qui malheureusement ne trouvent pas de travail. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Ils peuvent être femmes de ménage, ils peuvent être n'importe, mais l'essentiel, c'est qu'il faut qu'ils mangent. Tu vois, voilà. Donc, c'est ça pourquoi c'est les déclencheurs de l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, s'ils s'entretuent, ça ne sert plus à rien. Voilà. D'autres questions ou Non, moi, ça va. Il n'y a pas de piège. Écoutez, merci à vous trois. Merci à toi, Caleb, d'être venu, d'être déplacé. Merci de l'invitation. Et puis, au plaisir de te revoir à l'occasion. Si jamais tu veux repasser, tu peux. Certainement. Merci beaucoup. On est assez ouvert aux invités, etc. Merci à toi, Henri Thomas. Merci beaucoup à vous. Merci à toi, Karim Troussi. Au plaisir. Et merci également à Envol 91 pour nous laisser leur studio pour cet épisode. Je rappelle que Empreinte est joué jusqu'au 25 mars au Théâtre Cercle Molière, les mercredis et jeudis à partir de 19h et vendredi samedi à partir de 20h. Le foyer est ouvert désormais du mercredi au samedi de 14h à 18h avec le Café Molière où vous pouvez venir y travailler, vous reposer ou discuter entre amis, avec vos proches ou même avec les personnes du théâtre. Prendre un café qui est gratuit. Le thé est jus également. Et puis également pour les personnes qui souhaiteraient simplement aller voir le spectacle Empreinte, sachez que le foyer du théâtre est ouvert 1 heure avant chaque représentation. Donc ça veut dire que si par exemple la pièce est à 19h, vous pouvez venir à partir de 18h. Et il y a une magnifique exposition de Mariam Nassiri, qui est photographe marocaine, qui a travaillé sur la notion d'empreinte. Et donc du coup, il y a des gestes qu'elle a photographiés. Et donc du coup, on a la chance d'avoir cette exposition dans le hall. Merci beaucoup et puis je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine. Merci. C'était le Café Molière, un balado du théâtre Cercle Molière en collaboration avec la radio Envol 91 FM. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne et sur cerclemolière.com.